Bonjour à tous, aujourd'hui je suis à Saint-Étienne et si je suis venu ici, c'est pour visiter ce musée, le musée de l'art et de l'industrie. C'est un musée qui regroupe tout ce qui se faisait de mieux à Saint-Étienne quand la ville était très industrielle. Donc on va avoir un étage qui est consacré au tissage des rubans, on va avoir un étage consacré aux armes, mais moi l'étage qui m'intéresse, c'est au sous-sol, c'est un étage qui est consacré aux vélos. Vous allez voir, il y a presque une centaine de vélos qui sont exposés, des vélos de toutes les époques et surtout beaucoup de vélos qui ont été fabriqués à Saint-Étienne. Donc suivez-moi, je vais vous faire découvrir le musée de l'art et de l'industrie. Sylvain, merci de me recevoir dans ce musée de l'art et de l'industrie. C'est un musée qui date de quand? Alors la toute première constitution de la collection c'est 1833 et puis c'est un musée qui va vraiment s'installer ici dans les bâtiments dans lesquels nous sommes à partir des années 1860. Ce bâtiment c'était au départ une sous-préfecture. Simplement, ça ne va pas du tout fonctionner comme ça et ça va devenir le Palais des Arts et accueillir les collections du musée d'art et d'industrie. Alors là, on est à l'étage qui accueille les vélos. On voit qu'il y a pas mal de vélos. En tout, il y a combien de vélos qui sont présentés comme ça au public? Là, on doit avoir 70 vélos présentés dans les salles permanentes. Il faut savoir qu'on en a... c'est à peu près 20% de l'ensemble de notre collection. Le reste est conservé en réserve, tout simplement parce qu'aujourd'hui les musées ne présentent pas tout ce qu'ils ont, sinon on en mettrait partout sur les murs. C'est un choix, c'est une sélection en fonction de l'intérêt de ces machines dans l'histoire du cycle ou dans l'histoire de Saint-Étienne, qui est un petit peu la vocation du musée d'art et d'industrie, de parler de ces industries, de montrer que ce sont des industries de pointe pour notamment les vélos comme celui qui est à côté de nous de Mercier, qui vont participer à des grandes compétitions et chevauchés par des cyclistes professionnels. En fait, en travaillant sur la provenance des objets et leur histoire, on se rend compte que Saint-Étienne devient vraiment une ville importante dans la production de bicyclettes complètes ou de pièces détachées. On va l'appeler la capitale du cycle dans les années 20, elle va construire un vélodrome, il va y avoir des courses, ça va attirer du monde. Et qu'en même temps, eh bien, les premières collections de vélos qui arrivent dans les musées, c'est pas avant 1930. Donc en fait, on est dans la grande épopée, mais on n'a pas forcément conscience à ce moment-là qu'on écrit l'histoire et que ces machines vont être aujourd'hui un témoin précieux de ce qui existait, de ce qui était produit, parfois pour les machines de Paul de Vivy, Vélocio, où il y a des recherches qui étaient déjà très complexes à l'époque de changement de vitesse, ou bien des marques stéphanoises comme Mercier, comme Manufrance, comme Rava, qui vont améliorer leurs machines, chercher des nouveaux matériaux. Donc on est sur l'acier, on est sur l'aluminium, on est sur le carbone, le Kevlar. Et ces machines, eh bien, on a pu les acquérir grâce à des dons de la Chambre syndicale du cycle, qui va être une organisation importante, qui fédère l'ensemble des fabricants dans la région, par Albert Raymond, qui est un grand industriel et qui va faire don de ces machines pour qu'à un moment donné, on a conscience qu'il faut que le musée de la ville de Saint-Étienne valorise aussi le cycle. Il valorisait les armes, il valorisait aussi la fabrication de rubans. Et puis après, il va y avoir des dons. Donc ça, c'est la meilleure chose pour le musée, c'est que les gens qui nous proposent, alors attention, le musée, on ne prend pas tout parce qu'il faut le stocker, on ne peut pas tout montrer. Donc c'est un tri qu'on fait en fonction de l'intérêt, en fonction de pièces qu'on a déjà. Et puis parfois, et on va faire des acquisitions parce qu'on recherche des modèles qui sont précis, qui nous intéressent. On voudrait avoir une représentativité de vélos de la manufacture française des armées de cycle. Donc on sait que beaucoup de Stéphanois, ou d'ailleurs, nous ont fait des dons de machines. Et puis en travaillant avec des collectionneurs, avec
des gens avisés qui connaissent bien les produits, et puis des recherches complémentaires qu'on a pu faire dans les catalogues. On a complété ces collections par des modèles plus haut de gamme qui coûtent plus cher, donc il a fallu acheter pour montrer notamment que Manu France, eh bien, à un moment donné, si elle vendait en masse des vélos de bas ou de moyenne gamme, va aussi aller dans le vélo haut de gamme avec des aciers ultra fins, avec des équipements de qualité pour satisfaire une clientèle et montrer surtout sa compétence technique. En fait, l'enjeu dans le sport va vraiment être utilisé par les entreprises stéphanoises et d'ailleurs pour montrer la qualité de ces machines, leur performance qui ont été éprouvées dans la course et pouvoir ensuite le valoriser dans les catalogues de vente ou dans la publicité, les affiches. Et les collections du musée d'art et d'industrie, c'est à peu près aujourd'hui plus de 700 affiches de fabricants du cycle de la fin du 19e à aujourd'hui et qui montrent comment eh bien, l'image de la femme va être utilisée pour valoriser les premières bicyclettes à la fin du 19e siècle, qu'elles vont s'approprier parce que c'est pour elles un moyen de déplacement individuel, libre, sans le mari qui les accompagne. Et puis, elles vont être un gage avec la chevelure pour évoquer la liberté, la légèreté de ces machines, puisqu'il y a vraiment une rivalité de toutes ces marques pour produire la machine la plus performante qui, et bien sûr, va être la meilleure et c'est elle qu'on va le plus vendre. Donc aujourd'hui, la collection du musée d'art et d'industrie, c'est à peu près 280-300 machines, des vélos, des motos, des cyclomoteurs, des vélos à assistance thermique ou électrique. C'est une collection d'affiches, c'est des équipements, des vêtements. Et ce n'est pas qu'une collection qui est ancienne. On s'attache aussi à, même s'il y a plus ou presque plus d'entreprises stéphanoises, il en reste encore quelques-unes, mais ce n'est pas autant qu'à l'époque, montrer les usages. Parce que paradoxalement, on n'a jamais parlé autant du vélo aujourd'hui en ville pour un usage urbain, pour un usage utilitaire, de travail, ou parce qu'on va sortir des vélos vintage, des vélos design. Et donc, notre dernière salle est consacrée à ça aujourd'hui pour montrer toute l'actualité du vélo et son avenir. Parce que paradoxalement, l'histoire du vélo, elle est aussi pour demain. Elles étaient très nombreuses. Alors, en fait, il faut distinguer les grandes marques qui ont fait la réputation de Saint-Étienne, qui fabriquaient des vélos complets. Alors, je pense à Rava, qui était une marque stéphanoise, à Automoto, qui a gagné 4 fois le Tour de France dans les années 1927-1930, même un petit peu avant. Marque Mercier avec Raymond Poulidor. Donc ça, c'est des entreprises qui sont bien connues, et bien sûr Manu France ou la manufacture française de cycles. Et puis après, il y avait une myriade de petits sous-traitants qui fabriquaient des pièces détachées et qui étaient des produits qui étaient montés sur des vélos, mais des vélos de compétition, des vélos utilitaires. Il y avait des marques comme Stronglight. Il y avait les freins CLB qui étaient tout à côté de Saint-Étienne. C'était des ateliers qui fabriquaient des manivelles, des pédales, des rayons. Et c'est toutes ces entreprises, tous ces acteurs qui ont fait la réputation de la ville de Saint-Étienne et qu'on va appeler dans les années 20 la capitale du cycle, parce qu'elle produisait aussi bien des vélos complets que tout un ensemble de pièces détachées. Et ça, c'est grâce au savoir-faire industriel et savoir-faire mécanique de la ville de Saint-Étienne qui avait aussi fabriqué des armes militaires, des armes militaires, pardon, mais aussi des armes civiles, des armes de chasse. Donc ce savoir-faire, en fait, il s'est développé dans divers secteurs et ça a permis de faire la réputation de la ville. Et aujourd'hui, c'est la mission du musée de montrer ce patrimoine qui est un patrimoine industriel, technique et en l'occurrence ici sportif pour les collections de cycles. Alors la pièce la plus ancienne des collections cycles du musée d'art et d'industrie, c'est la Drésienne 1817, inventée par le baron Vendré, qui va avoir l'idée d'associer deux roues, une roue arrière, une roue avant, qui est directionnelle sur une poutre en bois, s'inspirant
des premiers objets de locomotion, je pense aux chars agricoles, et qui va créer le premier moyen de déplacement individuel musculaire. Voilà. C'est ce qu'on appelle la draisienne, qui va être pratiquée dans les milieux aristocrates parce que c'est quand même très nouveau et ça vient concurrencer le cheval. Voilà. Et puis, un Français, les frères Michaud, vont avoir l'idée, vont aller un petit peu plus loin, ils vont imaginer et créer ce qu'on va appeler le vélocipède, c'est-à-dire qu'on va équiper la roue avant de manivelles et on va entraîner le vélo en pédalant. Donc on est vraiment sur un entraînement direct et fixe, on n'est pas encore dans la roue libre. Là encore, les frères Michaud vont s'inspirer des roues de rémouleurs qui passaient dans les campagnes, dans les maisons, et ils étaient assis et ils faisaient tourner les roues pour aiguiser les couteaux. Et ce système d'entraînement par manivelle, il va être repris. Ce qui est intéressant ici de montrer à nos visiteurs, c'est que tout ce système d'invention sont des innovations où on va observer un système qu'on va pouvoir reproduire et l'appliquer, ici en l'occurrence, dans la fabrication des cycles. Donc les premiers vélocipèdes sont très intéressants. On passe ici d'une draisienne qui est une machine en bois à une machine qui va être en fonte ou en acier, mais on va garder les roues en bois puisque c'est la technique qu'on maîtrise bien. Et puis les Anglais, eux, vont vouloir performer et améliorer le système de vélocipède parce qu'en fait les premiers usages sont réservés à l'aristocratie et à la bourgeoisie qui peut se procurer ce type de machine, et il va y avoir des compétitions, de la rivalité, et l'industrie va développer des machines toujours plus rapides, mais le système est simple, on augmente le diamètre de la roue avant pour aller plus vite. Voilà. Donc là, on est vraiment sur 3 époques différentes, et on est sur une période qui est antérieure à la bicyclette. Et la première bicyclette est donc une invention anglaise qu'on va appeler la safety, c'est-à-dire qu'on va revenir à des choses plus raisonnables où on va avoir des roues qui sont de diamètre identique et un entraînement par chaîne. Mais là, on est dans la folie des grandeurs, on est dans la folie de la vitesse de l'époque, et en fait, on va avoir des diamètres de roues avant qui sont de plus en plus importants pour aller plus vite. Et on avait des chutes, c'était spectaculaire, mais c'était dangereux. C'est pour ça qu'après, pour commercialiser un nouveau produit, on va l'appeler, ça va être la safety, c'est-à-dire un engin de locomotion qui est beaucoup plus sécuritaire, avec plus de sécurité, on va dire. On a quelques pièces extraordinaires comme celle-ci. C'est un dépôt du Musée national du tourisme de Compiègne, du château de Compiègne, et c'est ce qu'on appelle la Valère. On a 2 spécimens. Ce qui est intéressant dans ces années-là, 1892-1893, on a donc inventé ces systèmes de vélos safety qui sont des vélos qu'on connaît avec un entraînement par transmission arrière et 2 roues identiques, mais déjà à l'époque, on va chercher à toujours améliorer les machines. Et cet inventeur, M. Valère, va lui chercher à avancer plus vite en augmentant la charge musculaire, c'est qu'on va pédaler et en même temps faire agir les bras pour augmenter la cadence. On a ce système où on tirait vers soi, on a un autre système où on va battre le guidon, et par un système d'entraînement, on apporte une force supplémentaire au pédalier. Bien sûr, ce sont des prototypes, ce sont des recherches. On sait par la suite que ces systèmes n'ont pas été commercialisés parce qu'ils n'étaient pas fiables et puis qu'ils n'apportaient pas une vraie performance, une vraie amélioration. L'amélioration, on va la trouver par d'autres moyens avec les dérailleurs, en multipliant les pignons. Voilà. On va trouver une autre efficacité que celle-ci, mais néanmoins, on voit que, on va dire 20 ans après l'invention, 15 ans après l'invention du vélocipède, de la bicyclette qu'on connaît, on est déjà dans une recherche d'amélioration, de performance, et ces vélos en témoignent. Alors là, je suis devant le vélo, j'aimerais bien dire que c'est mon vélo et moi qui suis photographié dessus. Non, c'est Éric Baronne qui avait le courage de chevaucher cette machine extraordinaire qui était fabriquée par un fabricant Sun pour faire de la descente à haute vitesse sur neige et atteindre des vitesses records, ici 217 km/h. Donc c'est prodigieux, et en fait la machine a été pensée, adaptée, montée pour résister à cette vitesse et atteindre
sur une pente qu'on a voulu symboliser ici et reprendre sur ce podium pour battre des records du monde de descente. Donc la machine est conçue pour ça, mais il faut encore qu'il y ait un homme qui ait le courage de monter dessus avec tous les risques que c'est. Et en l'occurrence, c'est Eric Baron qui en a fait don à la ville de Saint-Étienne il y a quelques années et qu'on a la fierté aussi de pouvoir présenter au musée d'art et d'industrie. Alors on ne présente pas que des machines issues et qui proviennent de la ville de Saint-Étienne. Néanmoins, on est fiers de voir qu'à côté de la marque Sun et de la marque Mavic, on a un fabricant de rayons, Mac 1, qui est dans la plaine de la Loire à côté de Saint-Étienne. Alors en fait, on a effectivement, avec le nouveau projet scientifique et culturel mené par l'actuelle directrice Marie-Caroline Jeannant, on va procéder à une opération en fait de refonte intégrale des salles des expositions permanentes. On a commencé l'année dernière en fait par le premier étage qui correspond à la partie textile, qui s'appelle aujourd'hui la mécanique de l'art. Et le prochain sujet justement, ça va être le rez-de-chaussée, là où on est aujourd'hui, et donc c'est la partie cycle. Donc l'idée c'est de refondre un petit peu tout ce parcours, le retravailler au niveau de l'aspect scientifique, mais aussi au niveau de l'aspect scénographique, parce que la scénographie date maintenant un petit peu, elle date de 2001 et de la réouverture du musée. Donc l'idée c'est de pouvoir en fait un petit peu la moderniser, apporter davantage de contenu, puisqu'on continue de travailler sur les collections au quotidien, donc on a de nouvelles informations à proposer au public, aux visiteurs. Donc l'idée c'est de reformuler un petit peu tout ça, proposer quelque chose de plus chronologique. Le musée va fermer enfin pendant quelques mois au début de l'année 2026. Donc pour des travaux un petit peu en profondeur en même temps, on profite, on fait d'une pierre deux coups. Et donc les salles cycles seront fermées à cette occasion-là pendant une bonne période. Et donc on ne pourra pas malheureusement visiter le musée, mais on vous invite bien sûr à venir le découvrir probablement au printemps-été 2026. Voilà, avec le nouveau parcours.